Dans ce chapitre 5, nous allons traiter la théorie géométrique de la diffraction des rayons X. Quelles sont les conditions géométriques d'observation du phénomène de diffraction? D'abord, c'est quoi un faisceau diffracté? Dans le cas des cristaux, donc les matériaux organisés à l'échelle atomique, périodiquement, quand les photons diffusés élastiquement sont localisés dans des faisceaux qui se propagent dans des directions bien déterminées de l'espace, on observe alors une diffusion intense dans ces directions. C'est cette diffusion particulière qu'on appelle diffraction. Alors, comme le montre la figure suivante, voilà un faisceau de photons incident et un faisceau de photons diffractés par les nœuds d'un réseau, par exemple, défini par les plans HKL. Détermination de la structure des cristaux et diffraction d'un rayonnement. La diffraction par un rayonnement est à la base de la radiocristallographie, qui est une science qui utilise cette propriété et nous donne de nombreux renseignements sur la matière cristallisée. Elle permet en particulier de connaître l'organisation interne de la matière, d'étudier la structure des cristaux, ainsi que la détection et l'étude des contraintes et des défauts dans de nombreux matériaux. La diffraction d'un rayonnement nous permet donc de décrire une structure cristalline. Décrire une structure cristalline, c'est déterminer le réseau de translation, à savoir les paramètres de maille, A, B, C, ainsi que les angles alpha, bêta, gamma, donc le réseau de Bravais correspondant à la structure cristalline, ainsi que la nature et la position des atomes du motif, c'est-à-dire le numéro atomique et la position des atomes dans la maille. La diffraction peut être obtenue avec deux types de rayonnements, soit un rayonnement électromagnétique tel que les rayons X, soit un rayonnement corpusculaire tel que les électrons et les neutrons. Mais dans le cadre de ce cours, nous allons nous limiter à la diffraction des rayons X, à la diffraction par le rayonnement électromagnétique dit rayons X. Je rappelle que dans le cas d'un objet périodique, donc un cristal qui diffuse, on observe une diffusion intense dans des directions discrètes bien déterminées. Et je rappelle que cette diffusion particulière, c'est ce qu'on appelle une diffraction. Alors, sur la figure suivante, nous montrons donc un faisceau d'ondes ou de photons X arrivant sur le matériau et le photon diffracté correspondant. Alors, dans ce cadre de ce cours, nous allons procéder, si vous voulez, à la démonstration des conditions de diffraction avec une approche simple, c'est l'approche géométrique. C'est-à-dire en considérant un photon X comme un rayon, si vous voulez, un rayon, comme on le fait dans l'optique géométrique. Donc voilà, nous avons un faisceau de rayons incident qui arrive sur les nœuds de ce réseau et le faisceau diffracté correspondant, il est représenté par des rayons aussi. Alors je rappelle que le cristal parfait est une répétition périodique d'atomes ou de groupements d'atomes suivant un réseau tridimensionnel, c'est-à-dire dans les trois directions de l'espace, tel que le montre la figure suivante, où le nœud N du réseau et un nœud N du réseau est repéré dans un système d'origine par un vecteur ON tel que noté Rn égale UA plus VB plus WC. A, B et C sont les vecteurs de base donc, de ce réseau cristallin. Les U, V, W sont des entiers, comme vous le savez. Alors, quelles sont les conditions d'observation du phénomène de diffraction? La diffraction a lieu si la longueur d'onde du rayonnement est de l'ordre de grandeur des paramètres A, B, C du réseau. Dans les cristaux, ces paramètres sont de l'ordre de quelques angstroms,
ce qui est compatible avec la longueur d'onde des rayons X qui sont compris, qui sont les longueurs d'onde qui sont comprises entre 10-8 et 10-11 mètres. Notez bien que le traitement géométrique de la diffraction est indépendant de la nature du rayonnement. La théorie géométrique est donc valable aussi bien pour les rayons X que pour les électrons et les neutrons. Seule la différence entre les deux types de rayonnement est l'intensité de diffraction qui, elle, dépend du mode d'interaction, donc du rayonnement utilisé. Quelles sont les conditions de diffraction par un cristal? Pour qu'il y ait diffraction dans une direction donnée, il faut que toutes les mailles, c'est-à-dire tous les nœuds du réseau, diffusent un rayonnement en phase dans cette direction. Cette condition peut s'exprimer de trois manières différentes, soit par la condition de Laue, ou bien par la condition de Bragg, ou bien par la condition d'Ewald. Commençons par la condition de Laue dans le réseau direct. Le réseau direct peut être défini par ces trois rangées de base, la rangée 1, 0, 0, la rangée 0, 1, 0 et la rangée 0, 0, 1. Il suffit de déterminer la condition pour que les nœuds de ces trois rangées soient en phase, et par suite de la périodicité, tous les nœuds du réseau seront en phase. Alors considérons les nœuds de la rangée 1, 0, 0. Et considérons un faisceau de photons X de vecteurs d'onde K0 qui tombe sur les nœuds de cette rangée-là. Alors, ces nœuds vont diffracter. Voilà. Donc, on suppose que le rayon diffracté est repéré par le vecteur d'onde K. Donc, cherchons la condition pour laquelle les rayons diffractés dans la direction K par les nœuds de cette rangée sont en phase. Pour cela, on doit calculer la différence de marche delta entre les rayons diffusés par deux nœuds successifs. Alors, calcul de la différence de marche delta. Alors, on pose comme vecteur unitaire de la direction K0, vecteur K0 sur le module de K0, vecteur unitaire dans la direction K, le vecteur K sur le module de K, sachant que K égale K0, 1 sur lambda, nous sommes dans les conditions d'une diffusion élastique. Donc le vecteur d'onde incident et le vecteur d'onde diffracté ont la même longueur d'onde, donc la même fréquence. La différence de marche entre les rayons diffusés par deux nœuds successifs en prenant O comme origine est delta qui est égal à, comme on le voit sur la figure, OH plus OM. Avec OH, c'est tout simplement la projection du paramètre A sur N0, avec un signe moins, puisque c'est moins N0, et OM, c'est la projection de A sur M. Donc, finalement, delta, c'est AN moins AN0. Donc, en utilisant ces relations-là, on arrive à établir que cette différence de marche, c'est lambda, produit scalaire, fois K moins K0. Donc, si vous voulez, le delta K. Qu'on va poser comme lambda fois A scalaire R avec delta K, c'est K moins K0 égale à R. Et ce R, si vous voulez, ce vecteur R, c'est le vecteur de diffraction. On le voit sur la figure ici. Le vecteur R, si vous voulez, c'est tout simplement le vecteur, si vous voulez, qui est égal à K moins K0 d'après la figure que vous avez ici, ou bien K égale K0 plus R. Finalement, la différence de marche delta est égale à lambda multiplié par le produit scalaire de A fois le vecteur de diffusion R. Ça, c'est la relation selon pour la rangée 1, 0, 0. Alors, la condition de phase pour la rangée 1, 0, 0 qui nous donne qui nous permet d'avoir la condition de diffraction est donc delta égale n lambda. Il faut que la différence de marche soit égale à un nombre entier de longueur d'onde. Or, nous avons établi que delta égale lambda multiplié par A scalaire R. Donc, on déduit de l'égalité de cette
l'identification de ces deux équations-là, que le produit scalaire AR égale à N, égale à un nombre entier. On obtient une relation analogue pour la rangée 0, 1, 0, soit B scalaire R égale à un entier P, et pour la rangée 0, 0, 1, on obtient donc une relation similaire qui est égale à C scalaire R, qui est égal donc produit scalaire de C fois R, qui est égal à un nombre entier Q. Donc nous avons trois relations pour les trois directions de base, AR égale à N, BR égale à P et CR égale à Q, où N, P et Q sont des entiers. Finalement, il y a diffraction si les trois conditions sont vérifiées simultanément. AR égale à N, BR égale à P et CR égale à Q. Alors ces trois conditions constituent ce qu'on appelle la condition de Lowry. Si la condition de diffraction est vérifiée pour les trois rangées de base, elle le sera pour une rangée UVW quelconque. En effet, soit Rn un vecteur de cette rangée, je peux l'écrire comme Rn égale UA plus VB plus WC, avec U, V, W sont des entiers. Et si je fais le produit scalaire de Rn avec le vecteur de diffraction R, alors j'obtiens tout simplement la relation suivante, U A scalaire R, V B scalaire R, W C scalaire R, qui est égale tout simplement, en remplaçant AR par N, PR par P et CR par N, on obtient UN plus VP plus WQ. Ça c'est un entier, ça c'est produit de deux entiers, c'est un entier, donc j'ai la somme d'entiers, donc finalement Rn est un entier. Donc la condition de Lowry peut s'écrire en une seule équation exprimant la condition pour qu'une rangée UVW quelconque ait tous ses nœuds en phase dans une direction définie par le vecteur de diffraction Rn fois R égale à N. Alors cette relation constitue ce qu'on appelle la condition de Lowry dans le réseau direct. Alors cherchons l'expression de la condition Lowry dans le réseau réciproque. Si je considère un nœud G du réseau réciproque, je peux le repérer dans un système d'axes réciproques d'origine O par un vecteur R HKL étoile, tel que R HKL étoile égale HA étoile plus KB étoile plus LC étoile, avec A étoile, B étoile et C étoile sont les vecteurs de base du réseau réciproque. H, K et L sont des nombres entiers, coordonnées numériques du nœud G. D'après les relations définissant le réseau réciproque, c'est-à-dire AA étoile égale BB étoile égale C, C étoile égale à 1, et A étoile B, A étoile C, B étoile C égale à 0, si je fais le produit scalaire du vecteur du réseau direct Rn par le vecteur du réseau réciproque RHKL, j'obtiens tout simplement l'expression suivante, UH plus VK plus WL. Ça, c'est le produit de deux entiers, c'est un entier. La même chose ici, même chose est là. Donc, la somme de trois entiers est un entier. Donc, finalement, si vous voulez, le produit de Rn avec RHKL étoile est un entier. Or, on vient de montrer que Rn fois le vecteur de diffraction est également un entier. On en déduit que la condition de diffraction peut s'exprimer par la relation suivante. Le vecteur de diffraction est égal au vecteur HKL du réseau réciproque, avec R égale K-K0, le fameux delta K, condition de diffraction. Finalement, la condition de diffraction peut s'énoncer comme suit. Le vecteur de diffraction R doit être un vecteur du réseau réciproque, ce qui implique que les extrémités du vecteur d'onde K et K0 doivent être des nœuds du réseau réciproque, comme le montre la figure suivante. Alors voilà, donc le vecteur d'onde K0, le vecteur d'onde de l'onde incidente, le vecteur d'onde de K, et bien sûr le vecteur R, tel que delta K égale K moins K0 égale à R. Alors comme le vecteur du réseau réciproque est un vecteur, si vous voulez, de translation du réseau, donc
son origine est un nœud et son extrémité est un nœud. Donc finalement, le K0, l'extrémité de K0 est un nœud du réseau réciproque et l'extrémité du vecteur diffracté est un nœud du réseau réciproque. Rappel, le vecteur de diffraction R, qui est égal à R HKL étoile, il est perpendiculaire au plan HKL. Nous avons vu que le vecteur du réseau réciproque, si vous voulez, qui correspond au plan HKL 1, 1, 1, donc c'est cette rangée-là, H 1, 1, 1 étoile, qui est perpendiculaire au plan 1, 1, 1. Chaque nœud G du réseau réciproque est appelé une réflexion HKL. Ces nœuds-là sont appelés des nœuds ou des réflexions HKL. Par exemple, ici j'ai la réflexion 1, 1, ici la réflexion 2, 2, ici la réflexion 3, 3, 3, ici la réflexion 4, 4, 4, etc. La condition de diffraction donc, est retenue est que le vecteur de diffraction est un vecteur du réseau réciproque, R HKL étoile, et nous avons vu, hein, si vous voulez, dans l'étude du réseau réciproque, que le module de R HKL étoile est égal à 1 sur DHKL, 1 sur la distance interréticulaire. Illustration. Alors, le RH, voilà une rangée HKL étoile, les nœuds de la rangée, d'accord? Alors, le RHK étoile, c'est la distance entre les deux, si vous voulez, si je prends un nœud comme origine, donc le RHKL, c'est la distance entre le premier nœud et l'origine. Là, le R 2H, 2K, 2L, c'est la distance entre le deuxième nœud et l'origine. Ainsi de suite, hein, pour le R 3H, 3K, 3L, c'est la distance entre l'autre troisième nœud et l'origine. Donc je peux écrire R 2A, module de R 2H, 2K, 2L étoile, c'est deux fois le module du vecteur R HKL étoile, c'est-à-dire 2 sur DHKL. Même chose pour R 3H, 3K, 3L étoile, c'est 3 sur DHKL. Et pour un n quelconque, hein, le module du vecteur R, NH, NK, NL, n est un entier, c'est tout simplement n sur DHKL. Alors, définition, la condition de Bragg qu'on va déduire des conditions de Loewe. Alors, nous savons que la famille des plans HKL est perpendiculaire à la rangée HKL du réseau réciproque. Les plans HKL, la rangée HKL, elle est perpendiculaire à ces plans. Ce qui implique que les plans HKL, ici, ce plan-là par exemple, le plan qui contient le nœud diffractant, est un plan bisecteur de l'angle entre le vecteur K et le vecteur K0. Autrement dit, hein, si vous voulez, si cet angle-là est θ, ici j'ai un θ, ici j'ai θ. Alors, je déduis de cette figure que sinus de cet angle-là, c'est bien sûr la moitié de l'intensité de ce vecteur, ce module de R sur 2, divisé par le module K. Le module de K, si vous voulez, c'est 1 sur lambda. Donc, ce qui nous donne module de R égale 2 sinus θ sur lambda. Pour une réflexion n, d'ordre n, le module du vecteur R, le vecteur de diffraction, c'est R, NH, NK, NL étoile. Et nous avons vu que le module de ce vecteur-là n'est autre que n sur DHKL. Alors, à partir de cette égalité, j'ai donc 2 sinus θ sur lambda égale n sur DHKL. J'en déduis donc la condition de diffraction de Bragg qui s'écrit comme ceci. 2DHKL, c'est-à-dire 2DHKL sinus θ égale n fois lambda. Cette relation constitue donc la condition de Bragg.
avec n est un entier qu'on appelle l'ordre de réflexion, et DHKL, la distance entre les plans interréticulaires ou la distance entre deux plans consécutifs HKL. Alors, tout se passe donc comme s'il y avait une réflexion K sur la famille des plans réticulaires, hein, comme c'est une réflexion, si vous voulez, d'optique. Mais à l'exception que c'est une réflexion sélective, c'est-à-dire qu'elle n'a lieu que pour certaines directions discrètes, c'est-à-dire pour certaines valeurs de l'angle θ. L'angle θ que fait le rayon incident K0 et le rayon K avec les plans HKL, c'est-à-dire cet angle-là et cet angle-là, est appelé angle de Bragg, et c'est le complément de l'angle d'incidence de l'optique géométrique. Rappelez-vous que l'angle d'incidence, on prend la normale et on repère le rayon par rapport à la normale. Donc cet angle-là, c'est le complément, c'est-à-dire que c'est pi moins l'angle d'optique. Pi sur 2 moins l'angle utilisé en optique géométrique. Voilà, si vous voulez, un exemple de spectre de diffraction de rayons X, donc ce qu'on appelle un diffractogramme. Je viens de vous dire que donc on a des réflexions que pour certains angles, c'est ce qu'on voit ici. Regardez ici, il n'y a pas de réflexion, hein, l'intensité est nulle, et hop, hein, j'ai une réflexion pour, si vous voulez, cet angle-là, hein, pour les plans 1, 0, ça si vous voulez, le spectre est déjà indexé. Donc pour les plans 1, 0, 0, j'ai une réflexion, si vous voulez, pour l'angle de θ. Ici, une réflexion pour cet angle, cet angle-là, etc. Bien sûr, les angles ici, dans ce spectre, nous portons l'intensité en fonction de l'angle de θ, c'est-à-dire l'angle entre le rayon incident et entre le vecteur d'onde incident et le vecteur d'onde diffracté. Et donc on voit très bien que les θ, si vous voulez, sont bien discrets, c'est des valeurs bien déterminées pour une structure donnée. Conséquence importante de la loi de Bragg. La loi, si vous voulez, simple de DHKL sinus θ égale n lambda. Alors la mesure des angles de Bragg, d'après le spectre qu'on vient de voir tout à l'heure, permet de connaître les valeurs de DHKL et donc de connaître les paramètres de la maille cristalline si on connaît le type de réseau étudié. Un exemple, si vous voulez, qui peut servir de travaux pratiques, si mon système est cubique primitif et que j'ai une diffraction, hein, si vous voulez, une réflexion, hein, pour les plans 1, 2, 0, à un angle de θ égale 30, donc θ égale 15. Et pour un rayonnement des photons X de longueur d'onde, lambda égale 1,54 angstrom. Alors on sait pour une maille cubique simple, donc on a DHKL égale A sur racine de HK, H carré plus K carré plus L carré, et d'après la loi de Bragg, de DHKL sinus θ égale 1 lambda. Donc ça veut dire que DHKL égale lambda sur 2 sinus θ pour n égale à 1, à la réflexion à l'ordre 1. Donc je peux déduire ici le D1 de 0 à partir de ces paramètres numériques, si vous les tirez expérimentalement. Donc c'est lambda égale 1,54 angstrom sur 2 sinus 15. Donc je trouve D1 de 0 égale 2, 975 angstrom. Or, à partir de la relation théorique, D1 de 0 égale A sur racine de 1 au carré plus 2 au carré plus 0 au carré, c'est-à-dire A sur racine de 5, ce qui nous permet de déterminer A qui est égal à racine de 5 D1 de 0. Donc si je tire D1 0 à partir de l'expérience du diffractogramme de rayons X, donc j'ai une idée, hein, sur le paramètre cristallin qui est égal à 6,65 angstrom. La définition donc des plans réticulaires est liée à la notion du réseau réciproque. En effet, la loi de Bragg indique que les directions de diffraction d'un réseau sont déterminées par son réseau réciproque. Je rappelle que le spectre de diffraction nous donne l'intensité en fonction des angles θ. Et les intensités, si vous voulez, c'est dans le réseau réciproque, dans l'espace réciproque. Est-ce que toutes les réflexions sont possibles, les réflexions sélectives? Alors,
Non, la réponse est non. Le nombre de réflexions sélectives possibles sur une famille de plans est limité. En effet, d'après la loi de Bragg de DHKL sinus θ égale n lambda, je tire n lambda sur DHKL sinus θ et je sais que c'est une taille inférieure ou égale à 1. Donc ça veut dire tout simplement que 2 DHKL sur lambda est supérieur ou égal à n, ou bien tout simplement n est inférieur ou égal à 2 DHKL sur lambda. Donc n est inférieur à une valeur bien déterminée qui dépend de la distance interréticulaire et de la longueur d'onde utilisée pour la diffraction des rayons X. Pour qu'une réflexion puisse avoir lieu sur une famille de plans HKL, il faut que le premier ordre n égale à 1 au moins soit possible, c'est-à-dire le DHKL soit supérieur ou égal à lambda sur 2, ou bien tout simplement, il faut que la longueur d'onde utilisée pour la diffraction soit inférieure ou égale à 2 DHKL. C'est ce qu'on appelle la condition de résolution de la famille de plans DHKL. Car si j'utilise une longueur d'onde supérieure à cette valeur-là, je ne peux pas résoudre la structure, donc il n'y a pas de diffraction. La condition d'Ewald. La condition de diffraction qu'on vient de voir, c'est-à-dire delta K égale K moins K0 égale à R égale R HKL étoile exprimée dans le réseau réciproque, peut être présentée sous forme géométrique simple. C'est ce qu'on appelle la sphère d'Ewald. C'est une sphère centrée sur le diffractant, sur le cristal, pris comme origine des vecteurs d'onde, et de rayon 1 sur lambda, c'est-à-dire le rayon, le module du vecteur d'onde incident qui est le même pour le module du vecteur d'onde diffracté, puisque nous travaillons dans l'hypothèse d'une diffraction élastique. C'est une construction géométrique qui permet de déterminer graphiquement les points du réseau réciproque, c'est-à-dire les familles de plans cristallins donnant lieu à la diffraction. Alors, notez bien que, comme le montre la figure suivante, les extrémités de K0 et de K se trouvent nécessairement sur la sphère d'Ewald, puisque, si vous voulez, les extrémités de K et K0 tombent sur des nœuds du réseau réciproque, c'est-à-dire les nœuds de la rangée 1, 1, 0, 1, 1, 1 ici, puisque je considère des plans 1, 1, 1 avec une distance interréticulaire d 1, 1, 1. En choisissant comme origine du réseau réciproque l'extrémité de K0, c'est-à-dire ici, alors la condition d'Ewald de diffraction peut s'énoncer comme suit. Pour qu'il y ait réflexion sélective d'ordre n sur une famille de plans HKL, il faut que le nème nœud de la rangée HKL étoile du réseau réciproque se trouve sur la sphère d'Ewald. Le rayon diffracté correspondant passe alors par ce nœud. Alors dans notre cas, la réflexion sélective ici, c'est la réflexion 4, 4, 4. Si vous voulez, ça c'est l'origine, et donc, d'après ce que je viens de dire, donc la n-ième ici c'est la quatrième, le n égale à 4 si vous voulez, parce que le rayon diffracté passe par le nœud 4, 4, 4 de la rangée 1, 1 étoile du réseau réciproque. Alors la sphère de résolution, qu'appelle-t-on sphère de résolution? C'est une sphère de rayon R' égale 2 sur lambda, donc le double de la sphère d'Ewald, centrée en un point origine du réseau réciproque, comme le montre la figure suivante. D'accord? Donc, nous avons la sphère d'Ewald de rayon 1 sur lambda, et, si vous voulez, ça c'est le double, ça c'est 2 sur lambda, et c'est le rayon de cette sphère-là. C'est ce qu'on appelle la sphère de résolution. Pour avoir une réflexion, il faut que le nœud correspondant du réseau réciproque puisse couper la sphère d'Ewald lorsque le cristal prend toutes les orientations dans l'espace par rapport au faisceau incident. Cette condition s'exprime par, il faut que le vecteur RHK étoile, si vous voulez, d'un ordre quelconque, n qui est égal à n sur DHKL, qui est égal à 2 sinus θ sur lambda d'après la condition de Bragg, donc
ce terme-là, d'après cette expression-là, il faut qu'il soit inférieur à 2 sur lambda. Et 2 sur lambda, justement, c'est ce qui définit la sphère d'Ewald, c'est-à-dire le rayon de cette sphère-là. Donc il faut que le rayon du vecteur, le module du vecteur R HKL étoile, donc du vecteur du réseau réciproque, soit inférieur ou égal à 2 sur lambda. Le nœud donc, du réseau réciproque doit donc se trouver à l'intérieur de la sphère de résolution. Alors, lorsqu'un cristal tourne par rapport au rayon incident en prenant toutes les orientations dans l'espace direct, son réseau réciproque qui lui est rigidement lié, intimement lié, tourne dans l'espace réciproque aussi. Donc, tous les nœuds du réseau réciproque situés à l'intérieur de la sphère de résolution coupent la sphère d'Ewald en donnant la réflexion correspondante. La figure suivante montre l'état de diffraction d'un cristal à un instant donné. Et alors, on voit ici que la sphère d'Ewald coupe le nœud suivant, si vous voulez, et c'est ce nœud-là qui est en train de diffracter. Alors voilà, par exemple, j'ai pris 3 situations. Alors la première, c'est la sphère d'Ewald de départ, où, si vous voulez, où je montre que c'est ce nœud-là qui est en train de diffracter. Alors imaginons qu'on fait tourner le cristal, de telle sorte, si vous voulez, que la sphère d'Ewald est là. Alors c'est ce nœud-là qui est en train de diffracter. Ou bien, si je déplace encore, si vous voulez, je fais tourner mon cristal, c'est ce nœud-là qui est en train de diffracter. Je fais davantage, si vous voulez, c'est ce nœud-là qui est en train de diffracter, etc. Alors, résumé des conditions géométriques de diffraction. La condition de Loé, c'est tout simplement le produit scalaire d'un vecteur du réseau direct avec le vecteur de diffraction qui est égal à un entier. La condition de Loé dans le réseau réciproque, c'est que le vecteur de diffusion est un vecteur du réseau réciproque. La condition de Bragg de DHKL sinus θ égale n lambda. Et la condition d'Ewald, il faut que le module du vecteur du réseau réciproque RHKL qui égale n sur DHKL, il faut qu'il soit inférieur ou égal à 2 sur lambda, c'est-à-dire ce qui définit la sphère de résolution. Conclusion, le traitement géométrique de la diffraction est indépendant de la nature du rayonnement. La théorie géométrique sera donc valable aussi bien pour les rayons X que pour les électrons ou les neutrons. La mesure des angles de Bragg permet de déterminer le réseau translatoire du cristal, c'est-à-dire la maille cristalline. Pour obtenir la nature et la position des atomes dans la maille, il faut utiliser les intensités diffractées. L'intensité de diffraction dépend du mode d'interaction, donc du rayonnement. Enfin, l'intensité diffractée est reliée au facteur de diffusion atomique et donc à la densité électronique de l'entité diffusante. Merci de votre attention.